Merci à tous les trois. Une deuxième table ronde qui a pour thème lien financier entre start-up et grandes entreprises. Les bonnes pratiques, vous allez les partager ici avec celles et ceux qui nous suivent également sur Internet. Selon l'étude David avec Goliath 2019, 14% des partenariats noués concernent l'investissement. 22% des projets sont intégrés à un incubateur et les relations commerciales classiques demeurent la règle, avec une majorité écrasante, plus des 2/3. Quelles sont, selon vous, à travers vos cas pratiques d'entreprise, les règles élémentaires qu'il faut fixer entre un grand groupe, une start-up et une ETI avant d'amorcer une collaboration financière? Rania Belkaya. Bonsoir à tous, je suis ravie d'être ici ce soir. Alors sur cette première question, il y a deux éléments frappants en tant qu'entrepreneur. On a longuement travaillé avec le groupe Orange notamment sur plusieurs sujets, capitalistiquement mais également sur des synergies stratégiques. Alors le premier élément, c'est l'indépendance de la start-up. Alors ça, c'est un peu antagoniste quand on parle d'un grand groupe et d'une start-up, mais c'est très important de le faire au bon timing et au bon moment pour qu'il y ait clairement une indépendance en termes de chiffre d'affaires, pour que l'innovation, qui est la clé de l'entrepreneur et qui est la clé de la start-up, puisse continuer à exister. Quand on parle d'indépendance, c'est surtout l'indépendance d'innover sur un marché et non pour un client en particulier. Parce qu'effectivement, souvent, il y a des changements de stratégie au sein d'un grand groupe, un changement de stratégie, un changement de personne, un changement de gouvernance ou encore un partenariat qui performe beaucoup mieux ou pas assez bien peut avoir un impact considérable sur la start-up. Le deuxième élément, qui est clé aussi pour les relations, c'est la relation capitalistique. Bien entendu, au départ, c'est souvent la lune de miel, mais il faut imaginer le divorce. Donc il faut écrire, penser, définir tous les cas de figure qui peuvent se poser et se poser la question autour de la table au départ avec, OK, quel type d'investissement ça peut être? C'est un investissement stratégique où le grand groupe a une volonté de prendre 100% du capital, ou c'est un investissement simplement pour avoir un poste d'observation sur un marché? Et dans ce cas-là, les ressorts sont complètement différents. Rodolphe Karl, ces règles, vous rejoignez justement Rania à ce sujet sur la participation capitalistique. Alors moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Je préciserai juste un truc, c'est que quand on crée son entreprise et qu'on est dans les premières années, le meilleur mode de financement, c'est le chiffre d'affaires des clients. Et il ne faut pas négliger ça, parce qu'on voit beaucoup d'entrepreneurs qui passent plus de temps à lever du cash qu'à aller chercher des clients. Et quand le grand groupe est aussi client, ce qui arrive souvent, eh bien, il faut d'abord s'assurer que le grand groupe va payer à l'heure, voire peut mettre des modes d'échéance de paiement plus favorables pour une start-up qui est en démarrage. Quand on parle de l'equity, moi je suis très, très d'accord sur le fait qu'il faut prendre en compte la philosophie de l'investissement. Soit c'est un rachat one shot ou en plusieurs étapes, bon, dans ce cas-là c'est très clair, soit c'est un investissement partiel, et dans ce cas-là il faut être très vigilant sur l'indépendance de la start-up et surtout de ne pas lui fermer des portes ou des opportunités. Je vais vous donner deux exemples. Une fois, Babylou a pris 30% d'une entreprise. On avait besoin de mieux comprendre un marché. Et 6 mois après, j'étais au board de cette entreprise. Et elle me dit, mais j'ai un problème, j'arrive plus à lever de la dette comme avant, parce que comme j'ai passé le seuil des 25% détenus par un industriel, entre guillemets, je n'ai plus accès à certains instruments financiers de la BPI. Et donc je ne peux plus contre-garantir les dettes que je prends. Et ça, personne n'avait anticipé. Autre exemple très flagrant, on a racheté 60% de la première start-up qui crée des applis pour les crèches en France. Et on a fait ça parce qu'on a digitalisé l'expérience famille dans nos établissements d'accueil de la petite enfance. Et ce qui s'est passé, c'est que dès qu'on s'est retrouvé propriétaire du contrôle de cette entreprise, l'ensemble des concurrents de Babylou, je dirais les gros acteurs, ont dit « Ah bah attends, en fait, je débranche, j'arrête parce que je ne veux pas collaborer avec l'ennemi, entre guillemets. » Donc ça a été très dur pour l'entrepreneur de vivre un partenariat qui lui a coupé une partie de son marché. Bon, 5 ans après, c'est pas grave parce qu'on l'a emmené dans le monde entier et distribué dans 25 pays, mais il faut être très vigilant sur le fait que les partenariats doivent apporter du plus et ne doit pas couper les ailes de l'innovation. Gilles Pélisson, le groupe TF1 qui a une politique d'accompagnement des startups depuis 2015, quelles sont les règles à fixer avec les startups? Nous, effectivement, on le fait de différentes façons. Dans l'accompagnement qu'on fait, c'est plutôt, aujourd'hui, on le fait via une forme d'incubation et notamment dans la station F, où là, on se fixe comme règle d'avoir plutôt un lien avec la société, donc
Ça peut être des sociétés qui sont impliquées dans l'information, par exemple Newsbridge, d'autres qui vont des liens sur la publicité, parce que nos annonceurs, évidemment, demandent en permanence une évolution. On ne met pas de capital, mais par contre, on va être un facilitateur pour lever des fonds. Et effectivement, on sait qu'il va y avoir un moment d'élevé de fonds, et là, le fait qu'on soit là, bienveillant, avec l'ouverture à des cadres de la société qui vont accompagner la start-up, ça sera une forme. Il n'y a pas de lien financier. Voilà. On a un fonds d'innovation qui permet effectivement à certains de pouvoir aller plus loin, et donc là, on a pris des participations dans 4 start-up dans lesquelles on n'a pas vocation à monter à leur capital, mais là aussi, le fait que TF1 fasse partie d'une levée de fonds, à un moment, ça peut avoir un effet déclencheur, et on le sait tous au niveau des grands groupes. Ça fait partie aussi de notre jeu. Et puis après, il y a effectivement ce que disait Rodolphe, c'est-à-dire le fait qu'on puisse acquérir une société où là, en fonction du souhait des fondateurs, on va pouvoir s'accoster avec eux et en se disant, finalement, voilà le parcours qu'on a envie de faire ensemble, etc. Et un jour viendra où peut-être on sera à 100%. Deuxième question, des progrès qui sont encore réalisés. L'indice de notation de l'étude David avec Goliath 2019 pointe du doigt une très relative mobilisation des collaborateurs des ETI et grands groupes quand il s'agit d'intégrer une start-up dans sa stratégie, que ce soit en phase de POC, comme nous le disions précédemment, ou en phase d'industrialisation. 4,8 sur 10, c'est la note donnée pour ce qui est de la mobilisation des collaborateurs des ETI et des grands groupes. Comment et jusqu'à quel point s'immiscer dans la stratégie d'une start-up dans laquelle on a investi? Indépendance ou ingérence, quelle est la meilleure formule? Rania Belkaya. Alors, le premier point, je pense, c'est l'alignement des intérêts. Et ça, c'est un élément clé. En effet, quand on tape dans la main d'un CEO avec lequel on a un intérêt stratégique qui souvent souligne et soutient l'investissement stratégique, et la difficulté, c'est vraiment de relater dans les différentes strates et dans les différentes business units ce partenariat commercial. Alors pour ça, les différentes options qui peuvent être mises en place par les grands groupes, c'est soit une super communication entre leur direction générale et les différentes business units concernées. Ça peut être aussi en mettant un type Media for Equity ou autre, avec une facturation afférente, mais formaliser vraiment un service rendu par les business units à la start-up en question, ou encore vraiment appuyer sur les incentives des différents managers des business units pour que le projet voit le jour. Et ça, c'est clé pour le développement d'un projet, parce qu'après, finalement, l'entrepreneur compte beaucoup sur ce partenariat stratégique pour craquer un marché ou aller à beaucoup plus grande ampleur sur un marché bien précis. Mais effectivement, souvent, aux différentes strates des grands groupes, on perd beaucoup d'efficacité, de temps, et là, en l'occurrence, pour l'entrepreneur, la denrée rare, c'est le temps. Rodolphe, accompagner les startups, c'est également les accompagner avec des axes de développement transverses et pas uniquement dédiés aux directions d'innovation. Oui, alors d'abord, d'un point de vue organisation, je recommande fortement de ne pas intégrer dans les bureaux du grand groupe la startup. Pour commencer, il faut qu'ils restent dans leur univers, dans des locaux séparés. Et de la même façon, je recommande de ne surtout pas arriver en disant attendez, comme nous on a plein de comptables, plein de contrôleurs de gestion, une énorme équipe de paye, etc. Toutes vos fonctions support, on va vous alléger, on va les gérer à votre place. Quand c'est un satellite qui n'est pas non-core pour le grand groupe, il ne faut surtout pas détruire le mindset de propriétaire dont parlait Olivier tout à l'heure. Le mindset de fondateur. Le fondateur, il a la responsabilité à 360 degrés de son entreprise. Et il faut garder cette énergie d'entrepreneur. La gouvernance du partenariat entre la start-up et la grosse entreprise, elle doit être en fait très, très soignée à chaque étage, que ce soit la direction générale, au COMEX, ou avec les équipes opérationnelles qui vont travailler avec la start-up. Mais pour moi, ce qui est très important, c'est que ce ne soit pas vu comme... que ce ne soit pas à sens unique. Il faut vraiment que la start-up puisse bénéficier des retours d'expérience du grand groupe. Je vous donne un exemple. La fameuse start-up qui fait des applis pour les crèches, elle a, grâce à nous, accès au monde entier à toutes nos crèches dans 13 pays. Et du coup, à chaque fois, elle a un ambassadeur qui permet de déployer. Mais surtout, pour le produit, elle a un territoire d'innovation, de tests, de remontée d'idées de nos directrices de crèche, etc., pour améliorer son produit et pour imaginer les prochains modules, qui doit être très exploité. Alors ça, souvent, quand on fait l'investissement, quand on fait le partenariat, eh bien, il y a le président ou le DG qui ont ça en tête.
Et puis en fait, après, il faut que ça se passe vraiment. Et pour que ça se passe vraiment, il faut impliquer tous ces étages dès le début de la réflexion, le plus tôt possible. Et puis créer de l'humain, créer de la confiance, créer de l'écoute pour que ça se passe vraiment. Et des organes qui prévoient de la remontée d'informations avec des rendez-vous où, quand on a 15 directrices qui viennent avec 10 idées de modules nouveaux pour ces applications, il faut créer ces rendez-vous et faire remonter nos expériences clients pour améliorer le produit. Gilles Pélisson, quand le groupe TF1 signe et collabore avec une start-up, avez-vous un œil sur le management de la start-up ? Oui, enfin c'est à la fois le fait, par exemple, qu'ils soient à la station F leur permet cette autonomie. Et effectivement, c'est juste, je pense, une bonne hygiène de vie, de façon à ce qu'ils puissent vivre leur vie, être dans un écosystème qui les favorise. Et quand ils ont besoin de nous, les équipes de TF1 sont là pour les faire grandir, les aider et les assister. Après, c'est vrai que quand il s'agit de sociétés qu'on a rachetées, et dans lesquelles on va là bâtir ensemble le futur et la montée en puissance et à l'échelle de l'entreprise, c'est toute la problématique du groupe et notamment du groupe coté. C'est-à-dire qu'on a un paquet de choses qui s'imposent à nous, de régulation, de contraintes et tout ça, qui ne sont pas faites que les gens de l'entreprise TF1 veulent mettre des bâtons dans les roues forcément à cette start-up, mais c'est simplement qu'à partir du moment où vous faites partie de la famille, quelque part, nos auditeurs, notre conseil d'administration, etc., ça s'applique. Et on ne va pas pouvoir, et surtout avec Sapin 2 et compagnie, on a quand même un certain nombre de... Et ça, on y passe pas mal de temps et d'énergie en se disant c'est quoi le juste équilibre entre à la fois le respect de cette autonomie, moi je préfère autonomie à indépendance, surtout dès qu'on a pris une participation, mais en même temps, comment on fait pour qu'ils fassent partie de la famille et qu'ils comprennent que désormais ils sont avec nous. Donc, et ça, on y consacre énormément de temps parce que je pense que c'est effectivement pas du tout évident à trouver le curseur. Pour bien s'intégrer au grand groupe qui est le vôtre. Le développement économique exponentiel de certaines startups ou entreprises de taille intermédiaire bouleverse parfois les organisations en interne. Quels sont les conseils à donner aux jeunes entrepreneurs qui sont ici dans la salle et qui connaîtront, on l'espère, ces phases d'accélération? Autrement dit, comment gérer l'hypercroissance? Rania Belkaya. Alors, un des éléments clés, c'est mettre des process à toutes les étapes. Et en plus de ces process, lorsqu'il n'y a pas de process, il faut qu'il y ait des valeurs claires de l'entreprise auxquelles peuvent se référer les salariés quand ils sont dans un corner. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est la complexité d'un grand groupe, c'est que pour changer quelque chose, ça prend du temps. Dans les startups, il faut souvent changer l'organisation pour qu'il y ait une souplesse de changement, d'aversion au risque et d'acceptation du changement qui soit beaucoup plus développée que dans un grand groupe. Et en plus, au final, bien sûr, toujours avoir des experts justement de la scalabilité de son écosystème autour de soi pour être capable d'aller plus vite et plus grand. Un élément aussi rapide sur les startups et les grands groupes, ce qui est important aussi de voir, c'est que pour la startup, ça doit être un plus à son business model, mais le grand groupe ne doit pas devenir son business model. Et là, quand on parle d'équilibre entre grand groupe start-up, il y a un seul élément dont on n'a pas parlé encore ce soir, c'est le cash. La position de cash fait souvent que l'équilibre va en faveur du grand groupe, et donc lorsqu'on est dans le rouge, finalement, les intérêts sont complètement pas désalignés, mais le grand groupe a le temps, la start-up beaucoup moins, et donc souvent c'est dans ce genre de situation qu'on est obligé de prendre des décisions, et donc le rapport de force est inversé. Rodolphe Karl, 700 établissements dans 13 pays, une implantation prochainement en Chine, l'hyperaccélération, ce n'est pas votre cas, mais quels sont les conseils en revanche que vous avez à donner à ceux qui nous écoutent? Moi, je ne sais pas si j'ai des conseils, mais je peux donner mon expérience. Nous, on est 12 000 personnes dans le monde, en 13 pays, et mon job aujourd'hui, c'est aider chacun des pays à faire de l'hypercroissance. On a l'expérience en France de Babylou, qui a une hypercroissance passant de 2 fondateurs à 5 500 personnes en 15 ans. Et dans notre métier, on s'associe avec des entrepreneurs dans les autres pays qui souvent arrivent à un plafond de 30 crèches. Et 30 crèches, c'est le max qu'on peut gérer tout seul en étant très talentueux. Mais aller plus loin, c'est des systèmes différents, c'est du middle management différent, c'est des financements différents. Et souvent, ils ne savent pas faire. Et quand on arrive, on s'associe, c'est-à-dire qu'on prend généralement 60-70% du capital. Et on les prépare à l'hypercroissance. Alors comment on fait ? Le premier pilier de la préparation à l'hypercroissance, c'est un projet culturel
qui s'appelle Grandir Ensemble, qui est un projet d'ADN, de culture, de management, de référentiel managérial, et qui va aligner tout le monde. C'est-à-dire qu'il va aligner l'ensemble des collaborateurs sur une vision qui fait du sens pour eux, qui fait du sens pour leur travail, parce qu'on a un impact sur le monde, et qui va montrer que la croissance n'est pas une menace à l'existant ou à la qualité d'accueil des enfants. Et ça, c'est je dirais, le plus important. En Allemagne, par exemple, on a racheté une boîte de 25 crèches. On a passé 1 an à faire ça. Et j'ai dit, vous ne faites pas de développement. Vous faites 1 an à faire ça. Et une fois que tout le monde était aligné et que le socle était mature, on a triplé de taille en 2 ans. Voilà. Gilles Pélisson, pour celles et ceux qui souhaitent devenir des licornes un jour dans la salle, dites-nous. Moi, je dis souvent à ces jeunes entrepreneurs, think big, mais stay focus. Et le think big, bien sûr, qu'il y a une part de rêve, et tout le monde a envie de rêver, et par définition, une start-up, elle veut rêver, elle veut conquérir le monde, etc. Et un jour, voilà, elle deviendra peut-être une licorne, ou enfin une réussite. Mais inversement, il y a tellement de façons pour de jeunes entrepreneurs de sortir du chemin, de ne pas se focaliser soit sur les ventes, soit sur le social. Très souvent, on voit les fondateurs qui sont très heureux, qui sont bien heureux, qui sont mis en valeur, etc. Et vous voyez les collaborateurs qui sont maltraités. Vous voyez les clients. Le modèle économique peut évoluer. Est-ce qu'on s'adapte et est-ce qu'on est totalement focalisé sur l'entreprise ? Certains se dispersent un peu et c'est très compliqué, comme évidemment dans un grand groupe. Donc cette capacité des entrepreneurs à rester avec leur équipe et à les emmener avec eux, moi, elle me semble absolument primordiale, même si la part de rêve, elle doit être là. Merci Rania Belkaya, merci Gilles Pélisson, merci Rodolphe. Carte applaudissements pour nos 3 membres du jury. Nous allons tout de suite basculer avec Gonzague. Bien, merci